Alors, mesdames, messieurs, bienvenue à cette toute nouvelle émission, Un café avec votre député. On reçoit en studio aujourd'hui notre député Sébastien Lemire. Bonjour. Santé. On va prendre une petite gorgée de café pour commencer. Merci beaucoup. Ben, merci François pour l'invitation. Effectivement, c'est le genre d'émission que je trouve qui est particulièrement intéressante de pouvoir avoir un contact direct avec les gens. Puis merci de l'opportunité. Trop souvent, moi, j'ai le sentiment de magasiner tellement d'informations partout sur tous les sujets que j'ai le goût de transmettre aux gens. Mais cette tribune-là directe qui est offerte, d'avoir un peu plus de temps pour élaborer, hein, plutôt que la clip de 7, 8, 9 secondes. C'est le fun d'avoir ce contact directement avec les gens, puis particulièrement dans vos studios que j'aime toujours venir faire un tour. Là. Ben oui, puis c'est ce qu'on a voulu. C'est une émission qui va se vouloir mensuelle, donc on va pouvoir se parler à tous les mois de 3 sujets, généralement. Ce sera la formule de cette émission-là. 3 sujets plus des questions du public. On vous expliquera d'ailleurs un peu plus tard comment procéder à vos questions. On en a déjà quelques-unes. On en a eu pour aujourd'hui. Il y en a des un petit peu plus funky que d'autres, mais ça va nous permettre d'approfondir certains sujets ensemble. On va le faire parfois en présentiel. Des fois, on se parlera par Zoom. Pour la première, on est en studio, puis on a notre petit café pour commencer. Et autant que possible, je vais être en studio, François. On est prêt pour partir ça? Tout à fait. Premier thème, en fait, je veux qu'on parle de la desserte aérienne. C'est un dossier important pour l'Abitibi-Témiscamingue. On est un peu l'enfant pauvre en ce moment en desserte aérienne. Je veux t'entendre là-dessus. Enfant pauvre, oui. Quand on se compare, par contre, la situation n'est pas propre à l'Abitibi-Témiscamingue. La desserte aérienne régionale, en général, fait pitié, si tu me permets l'expression. C'est comme si ce n'était pas une priorité. C'est difficile comme enjeu à faire bouger. Puis, évidemment, la question se pose beaucoup d'un axe Rouyn-Val-d'Or, mais quand on pense aussi à l'axe d'Abitibi, l'axe d'Amos, c'est encore plus un défi important pour le Témiscamingue et l'Abitibi-Ouest. Après ça, les solutions, pour moi, sont pas compliquées. Ça prend un investissement du gouvernement. Il faut voir le développement économique et le transport aérien comme étant des outils et non comme des dépenses. On a des compagnies aériennes, particulièrement dans la région, que je pense évidemment à Proper, Air Québec, qui ont le goût de servir le territoire. Une desserte aérienne, dans le fond, il faut qu'elle soit fiable. Parce que trop souvent, puis là, l'éléphant, c'est Air Canada, hein, n'a pas cette fiabilité-là. On a un début de ligne ou une fin de ligne, puis rapidement, si l'avion prend du retard dans sa journée, parce que le même avion va aller faire parcourir le Canada, peut-être aller aux États-Unis ou ailleurs, puis il va finir sa journée pour venir en Abitibi-Témiscamingue. S'il cumule du retard, c'est nous, comme Témiscabitibiens, qui se retrouvent à être pénalisés. Cette fiabilité-là est un besoin essentiel pour nos gens d'affaires, les touristes, le monde politique, les fonctionnaires et tous ceux qui ont des rencontres à l'extérieur. On doit avoir cet outil-là. C'est la fréquence des vols qui manque énormément. Donc, le minimum de fréquence quotidienne le matin, le soir, serait quelque chose de nécessaire pour pouvoir penser à notre développement économique particulièrement. La fiabilité, toute la question de l'abordabilité. Ça coûte plus cher à partir de Montréal aller à Rouyn-Noranda que d'aller à Paris. C'est une aberration. C'est incroyable. Puis, encore là, tu n'es pas rendu ici à Amos. La question de la sécurité, on n'y échappe pas. L'enjeu de NAV Canada, notre service de nuit. Parce que justement, on a cet avion-là de fin de ligne. S'il est reporté de 2 heures à cause d'une température ou quelque chose, là, on tombe dans la période dans laquelle c'est le pilote qui aura à prendre le risque s'il veut atterrir ou pas. Puis évidemment, le pilote lui-même ne voudra pas prendre ce risque-là. Donc, trop souvent, ce qui est l'impact qui peut arriver, c'est que l'avion ne décolle pas avant le lendemain matin. Et nos gens sont pognés à Montréal, avec toutes les frustrations que ça occasionne, les défis de conciliation travail-famille. C'est vraiment un enjeu dans lequel il y a un coup de barre à donner qui est important. Puis trop souvent, le fédéral a investi par Air Canada. Un de ses bras, ça a déjà été une société d'État. Et c'est comme si on le considérait encore comme ça. Puis Air Canada offre un service qui a été maintes fois critiqué dans les médias, au niveau de sa fiabilité, évidemment sur la langue française aussi. Et c'est tous des éléments sur lesquels il y a des réflexions à faire. En même temps, ça nous prend, les gens aussi, quand ils veulent un service aérien, il y a tout l'aspect de liaison vers l'international qui est quelque chose qui est important. Parce que ce qu'il faut se dire aussi, vous en parliez tantôt, on parlait de fréquence, on parlait de vols qui prennent du retard. Ça, c'est un problème qui non seulement va toucher les gens d'affaires qui ont à aller du point A au point B, Val-d'Or, Montréal, par exemple, qui prenaient Air Canada et le vol décollait 4 heures en retard, mais il y a aussi le fait que quand le vol n'est pas constant à l'heure, là, ça va jouer sur les connexions aussi. Tout à fait.
Tout à fait, puis c'est là qu'est le défi sur lequel agir. Les gens, ce qu'ils aimaient aussi avec Air Canada, ou ce qu'ils appréciaient avec Air Canada, c'est cette capacité-là à rabais de faire des liaisons. C'est un peu comme si nos liaisons régionales étaient des vaches à lait pour Air Canada. Parce que ça leur permet de remplir leurs gros avions qui vont faire des liaisons plus fréquentes, que ce soit Montréal-Paris, Montréal-Toronto, Montréal-New York, Chicago ou autre. Donc, ils remplissent les avions par une desserte régionale. C'est pas, le but n'est pas de servir les régions, c'est de remplir leurs avions. Et ce paradigme-là fait en sorte que la qualité du service qu'ils nous offrent en région est aussi comparable à la volonté qu'ils ont de rembourser les billets d'avion de ceux qui n'ont pas eu le service dans le temps de la COVID. Et quand on a un service qui n'est pas offert, bien, normalement, tu rembourses en priorité ton client. Et ce n'est pas ce qui se passe dans les compagnies aériennes. Il y a beaucoup de pression qui a été mise dans les derniers mois auprès du ministre Garneau. Là, pour une des premières fois en fin de semaine, il a bougé là-dessus. Il a démontré une émotion, disons-le, dans laquelle il y a une sensibilité pour pouvoir s'assurer qu'avant d'avoir des subventions vers les compagnies aériennes, ils devront rembourser ces clients-là. C'est un gain énorme. Reste qu'on a quand même plusieurs personnes hâte de voir la couleur de cet argent-là. Il y a le côté abordable, on en a parlé aussi. Un vol aller pouvait coûter 6, 7, 8, 900 $ en Dash 8 qui n'est pas rempli. Ce côté-là aussi, il faut travailler ce côté-là. Et le défi pour ça, c'est la prévisibilité. Il faut donner des outils aux compagnies aériennes pour qu'ils puissent agir sur cette prévisibilité-là. Et donc, de prendre des risques. Et quelqu'un doit compenser ce risque-là. Quand on parle de structurer un programme, peut-être si le risque était moins donné à la compagnie aérienne, ça permettrait une forme de concurrence. Parce que trop souvent, ce qu'a fait Air Canada, c'est un principe de dumping. Parce qu'un petit joueur arrive, on va couper les prix massivement. Eux autres sont capables de le supporter parce que c'est leur vache à lait, comme je disais tantôt, des mainstream. Mais le plus petit joueur n'a pas les moyens d'accoter ces tarifs-là. En bout de ligne, ce qui se passe, c'est qu'une fois que le petit joueur n'est plus là, on revoit les tarifs qui vont aller autour de 1 000 $ pour un aller-retour. Et ça, c'est là où on est dans le danger. Fait que est-ce qu'on peut trouver une façon de voir l'abordabilité, mais en trouvant le point d'équilibre entre les besoins de la région? Qu'est-ce qui va faire aussi que ça va être fréquent? Parce que le principal concurrent aussi d'une ligne aérienne régionale, ça reste l'automobile. On est assez loin pour que ça soit pratique, mais on est quand même assez proche pour bien des gens, pas s'en priver. T'sais. Fait qu'il faut que ce service-là, qu'on le mette en valeur pour que les gens d'affaires, mais monsieur, madame, tout le monde aussi, aient le goût de dire, moi, je pense que ça peut être plus pratique, plus rapide, plus efficace que d'y aller par l'avion que par l'auto pour pouvoir avoir un service qui soit fiable. Parfait. De notre côté, on va faire une très courte pause et on va changer de sujet après la pause. On va parler de desserte Internet cette fois-ci. Un autre dossier chaud dont on a beaucoup parlé durant cette période de COVID. Dont on n'est pas nécessairement plus riche. Alors, on est de retour. On va parler de ce sujet chaud. Internet. Pas facile encore aujourd'hui. Il y a eu des annonces au début de la semaine ou dans les jours qui ont précédé. Je veux vous entendre là-dessus. J'avais beaucoup d'espoir, d'enthousiasme quand j'ai vu justement une annonce de fait, parce que ça fait plusieurs mois que la ministre Monsef était venue au comité de l'industrie. Moi, j'ai la chance, je siège comme vice-président au comité de l'industrie sciences et technologies. Et avec le ministre Bain, qui est le ministre de l'Industrie, elle, la couverture cellulaire Internet dans zone rurale, c'est la ministre du Développement rural qui s'en occupe. Et pendant longtemps, elle nous disait qu'il y a quelque chose qui s'en venait. Je ne m'attendais pas à quelque chose qui apparaît aussi réchauffé que 750 millions nouveaux, mais qui est un transfert. Parce qu'évidemment, comme le Parlement, on ne s'est pas prononcé là-dessus, le gouvernement ne peut pas dépenser. Pour pouvoir dépenser de l'argent neuf, le gouvernement doit faire voter le Parlement. Et comme on n'a pas parlé de ce sujet-là en Chambre, c'est de l'argent qui a été transféré du Fonds des infrastructures. Là, la question pour voir, c'est qu'est-ce qui a été coupé dans ce fonds d'infrastructure-là? Qu'est-ce qu'on n'aura pas accès dans la région pour
aller sur Internet. En même temps, c'est une priorité, puis c'est une vraie priorité. L'autre défi que j'y vois, puis je ne suis pas sûr que le gouvernement va attaquer, c'est la question des programmes. Parce que quand Justin Trudeau mentionnait cette semaine de dire notre objectif passe de 95 à 98 % des citoyens canadiens d'ici 2026, puis tout le monde en 2030. Forcément, ça veut dire qu'eux autres ne se disent pas imputables de ça avant 2026. C'est un gouvernement minoritaire, il risque d'avoir une élection peut-être dans la prochaine année. Si le gouvernement est majoritaire, un autre 4 ans. Donc, ce n'est pas le prochain mandat qui va être imputable de ces décisions-là, mais l'autre d'après, qu'on va pouvoir légitimement, dans ce contexte-là, dire « Regarde, vous n'avez pas livré, vous ne l'avez pas fait ». Le contexte de la COVID a rendu cet enjeu-là sur la carte. Moi, il n'y a personne qui est capable de me dire, si je pose la question, est-ce que vous considérez que c'est un service essentiel? Tout le monde me répond oui. J'ai déposé une motion la semaine dernière. Les Zooms, on en a vu, là. L'occupation du territoire, les familles, les devoirs à la maison, effectivement, tout ça sont des enjeux. L'agriculture de précision pour des agriculteurs, les nouvelles technologies, on a besoin de ça. Donc, c'est effectivement un service essentiel. J'ai déposé au comité de l'industrie une motion qui d'abord disait on reconnaît le caractère essentiel de ça, puis qu'on priorise dans nos études de pouvoir compléter notre étude sur l'accès Internet. C'est un sujet que j'avais apporté durant la COVID. Fait que là, effectivement, on constate que des factures, des gens qui ont eu même plus que 3 lignes, là, avec un peu de satellite, un peu de câble, un peu de téléphone, puis le téléphone cellulaire, paf, ça l'explose. Ça a coûté 400, 600 $ par mois ces mois-là, en début de pandémie, de pouvoir avoir une vie qui permet aux gens de continuer de travailler. Là. C'est une aberration, mais les gens s'entendent là-dessus. Après ça, c'est sur les solutions. On le sait dans notre région, toute l'arrivée de Vidéotron, qu'est-ce que ça brasse? C'était un monopole à 3 têtes, qui s'appelle soit Bell, Cablevision ou Télébec. L'ironie de ça, c'est que si quelqu'un n'est pas satisfait de de quelque chose, il appelle au service à la clientèle, après 2-3 mois, l'enveloppe qui va arriver, c'est Bell, qui va pouvoir avec une en-tête de Bell sur le papier. Sauf que le tarif qu'on paye, on n'a pas accès aux publicités qu'on voit dans les games du Canadien ou ailleurs, de Bell, Fibre et autres, parce que c'est Télébec ou Cablevision qui offre le service. Donc, on se retrouve à être un peu pris dans ce monopole-là. Les choses brassent, ça, c'est la bonne nouvelle. Ma grosse crainte avec le programme fédéral, c'est qu'on tombe, le 2 % de Canadiens qui restent, là, c'est quand même qu'on passe de 98 % là, c'est que le 2 % va rester. Pourquoi? Parce que les programmes sont faits pas en fonction de brancher le dernier citoyen dans le dernier rang, mais encore le principe du plus bas soumissionnaire. Ça ne sera jamais rentable de faire Internet en région. Puis un peu comme je disais avec la desserte aérienne, il ne faut pas voir ça comme une dépense, mais comme un service gouvernemental qui va permettre de baser notre développement économique, notre occupation du territoire. Parce que si les programmes sont faits comme actuellement le fédéral, puis j'ai questionné le ministre Bain et son ministère, et c'est fait pour que pour une pièce qui sort du gouvernement, une pièce publique, il y a une pièce d'un privé qui soit donnée. Donc, c'est à peu près l'équilibre qu'ils tentent de chercher. Ça ne sera jamais rentable chez nous. Et c'est pour ça que j'ai peur que ces programmes-là ne soient pas adaptés. On a manqué des balles plusieurs fois. La dernière, c'est le gouvernement du Québec qui l'a annoncé dans 66 projets, si ma mémoire est bonne, mais aucun en Abitibi-Témiscamingue. Et on ne peut pas se permettre de manquer ce train-là, encore une fois, si on veut être capable de brancher les gens. Moi, ce que je souhaite, c'est qu'on raccourcisse l'échéance et qu'on investit massivement pour être sûr de pouvoir être branché. Parce qu'il faut dire que notre région en est une de ruralité. Il y a des gens dans ces territoires-là qui en ont encore qui n'ont pas accès directement à un Internet de qualité. Tout à fait. Tout à fait. Et abordable aussi. C'est quand même un autre enjeu. On paye plus cher qu'ailleurs. Je comprends qu'on n'a pas la densité de la population, mais aujourd'hui, en 2020, c'est un service qui doit être reconnu, un élément qui est essentiel. Sur tous les points de vue. Est-ce que ça va prendre de nouveaux joueurs dans ce domaine-là? Est-ce que ça va prendre plus d'argent neuf du gouvernement? Qu'est-ce que ça va prendre? Ça l'aide. On le voit, là, tu sais, comment que la situation de Vidéotron brasse dans la région. L'arrivée d'un projet aussi comme Mobilaté, comment que ça a pu faire évoluer l'accès à nos réseaux cellulaires. Ça, tout à fait. Mais il y a aussi un contexte réglementaire entre les fournisseurs de services et les propriétaires de poteaux. Puis ça, je comprends l'enjeu aussi que ça a. Si tu investis dans ton infrastructure, ça coûte des sous. Celui qui utilise ton poteau, il le fait, somme toute, à très peu de frais par rapport au risque que prend le propriétaire du poteau. Il faut être capable de trouver l'équilibre. Trop souvent dans la région, par contre, Bell n'a pas investi dans la modernisation de ses infrastructures, dans ses poteaux. Si un nouveau joueur veut arriver, il va lui demander « mon poteau est trop désuet, il est fini mon poteau. Mon fil tient encore, par exemple. » Fait que si jamais tu t'installes dessus, tu peux, évidemment, parce que la loi m'oblige à dire que tu peux y aller. Sauf qu'il va falloir que tu remplaces le poteau, tu le fais à tes frais, tu vas mettre ton câble, tu me rebranches aussi à tes frais. Fait que finalement, c'est une situation de monopole, puis on veut pas que toutes les compagnies aient tous leurs poteaux puis qu'on ait 12 poteaux sur le même rang, t'sais.
Donc, ça prend un partage. C'est pour ça que la loi est là. Mais cette loi-là doit être revisée pour s'assurer de trouver l'équilibre entre les fournisseurs et les distributeurs, mais aussi d'être capable de favoriser qu'on soit capable d'aller chercher l'ensemble de la population 100 assez rapidement. Une chose qui m'intrigue aussi, de voir l'arrivée des satellites à basse vitesse. Tu sais, le projet d'Elon Musk avec Starlink. Qui devrait d'ailleurs toucher le Canada, de ce qu'on entend parler. Ce qui m'apparaît être une bonne nouvelle. J'ai une crainte au niveau de la possession des données, voir qu'est-ce qui va être fait avec ça et à quel point qu'est-ce qu'on va donner là-dedans. En même temps, vaut-il mieux que ce soit aux Américains qu'aux Chinois? Ça, c'est d'autres débats. En même temps, ils ont-tu déjà toutes ces données-là? Ça aussi, c'est un autre débat. Mais au-delà de ça, si c'est ce qui permettra aux gens d'aller même dans leur camp de chasse, dans leur chalet, aller être rejoints, bien, ça sera absolument gagnant pour la région, effectivement, de Abitibi-Témiscamingue. Ça sera quoi la technologie qui est à faire? Puis si c'est ça l'avenir, bien, Colin, on est-tu encore... Là, je peux comprendre le gouvernement de dire, bon, bien, on étire-tu encore accablé partout? Reste que le câble, d'abord par la fibre optique, c'est ce qui est le plus fiable, le plus rapide, encore à l'heure actuelle. Puis on l'a partout dans la région, la fibre optique, déjà. Ça serait une question de volonté des compagnies de s'assurer de pouvoir le brancher. Puis pour qu'il y ait cette volonté-là, bien, il faut diminuer leurs risques, leur investissement. Puis ça, bien, c'est une responsabilité du gouvernement, particulièrement le gouvernement fédéral. On va faire une autre courte pause. Au retour de la pause, on va parler du dossier de produits forestiers résolus du côté d'Amos. Tout à fait. Autre dossier chaud qui a marqué les derniers mois, ça fait beaucoup jaser, l'usine de produits forestiers résolus du côté d'Amos qui est fermée depuis un bon bout de temps et on ne voyait pas de réouverture avant un bon bout également. Il y a un dossier qui se travaille pour la relance de cette usine-là. On en est où dans ce dossier-là? Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Bien, d'abord, moi, je voudrais saluer le leadership de Marianne Girard à la Chambre de commerce, qui a eu la capacité d'aller rejoindre d'abord les acteurs qui sont le syndicat et la compagnie résolue, les mettre ensemble sur une table. Et tous deux l'ont fait de façon proactive aussi, je tiens à le souligner, et les acteurs politiques et les acteurs de développement économique qui sont là. On a la chance de se réunir, puis de greffer à ça l'UQAT, l'UQTR, donc des spécialistes, des chercheurs dans le produit de la forêt, les nouvelles tendances, les nouvelles expertises qu'on peut développer là-dedans. Donc, il y a un objectif souhaité de ce comité-là, qui est effectivement la relance au nom des 156 travailleurs qui se retrouvent à être, depuis le début de la COVID, là, mis à pied, en arrêt de travail. Et c'est un dossier qui devient très intéressant de la façon qui est mené parce qu'on est en mode solution. C'est sûr que ce n'est pas un comité qui pouvait dire à la compagnie « on vous oblige à réengager la semaine prochaine ces 156 personnes-là ». C'est le défi de la chose. Puis moi, je veux dire, j'ai un côté pro-travailleur dans la vie, puis on doit absolument garder cette expertise de travailleurs forestiers et leur trouver une solution. Mais il y a cette volonté-là de voir c'est quoi l'avenir. Est-ce que c'est encore dans le papier journal? La compagnie résolue nous l'a très, très bien dit. Il n'y a pas d'avenir tant que ça dans le papier journal parce que la concurrence, elle est mondiale. C'est plus juste nord-américain comme c'était avant. Il y a de moins en moins de papetières comme celle d'Amos qui sont opérantes en Amérique du Nord. Et dans ce contexte-là, est-ce que l'avenir est là? Peut-être pas. Est-ce qu'on a là une opportunité de réfléchir vers des technologies d'avenir, des façons de procéder d'avenir, vers une cellule qui vient de la fibre de bois qui va pouvoir être peut-être plus productive? L'usine de Lebesgue-Quevillon avec sa pâte Craft en est un modèle, somme toute, intéressant, chantier Chibougamau, Nordic Craft, de qui on pourrait s'inspirer. Est-ce que c'est celle-là qu'on doit aller? Pas nécessairement, mais de trouver le débouché de la transformation. Partir du principe que la forêt, elle est ici en Abitibi-Témiscamingue, elle est particulièrement présente dans la MRC d'Amos. Est-ce qu'on peut faire en sorte que la transformation se fait près de la ressource? C'est un vieux débat, la deuxième, la troisième transformation, mais est-ce qu'on a là le momentum de pouvoir l'exiger de nos gouvernements?
Parce qu'une des situations que je trouve qui est particulièrement choquante, le gouvernement fédéral investit à peu près pas dans la forêt. On les voit investir massivement dans le pétrole, ils ont même acheté un pipeline. On les voit investir massivement dans l'automobile dans le sud de l'Ontario. Encore une fois, le mois dernier, tant mieux pour la production de voitures électriques de Ford. C'est une bonne nouvelle, on change les chaînes de montage vers l'électrique, mais en même temps, c'est une industrie qui est en Ontario. Nous, notre industrie du bois, bien, on est pénalisé parce qu'on est dans un pays qui s'appelle le Canada, et ce pays-là a la Colombie-Britannique. Et les tarifs américains qui sont imposés, c'est par rapport au bois, le conflit sur le bois d'œuvre, c'est par rapport à la réalité de la Colombie-Britannique. Nous, au Québec, on est pénalisé par rapport à ça. Et là-dessus, au Bloc québécois, on a fait une étude sur le potentiel de la forêt. J'ai bien hâte de pouvoir la présenter dans les prochaines semaines, mais sur combien de jobs ça peut créer dans la région. On parle d'un potentiel de 1000 jobs supplémentaires qui peuvent être donnés sur le potentiel de la forêt d'exploiter ça. Mais toute la recherche et le développement qui se fait autour de ça, c'est un potentiel qui est immense. On est capable de faire quasiment des procédés de plastique avec le bois maintenant. Faire chauffer quasiment un potentiel énergétique plus fort que le pétrole qu'il y a avec la cellule de bois. Et tout ça, il faut le mettre de l'avant. Est-ce que ces réalités-là, ces nouveaux produits-là pourraient être ce qui s'en vient à l'usine d'Amos? Ça appartiendra à la compagnie de pouvoir prendre ces décisions, mais d'avoir la chance d'avoir un comité qui réfléchit avec des chercheurs des milieux universitaires. C'est quoi les nouvelles tendances? Bien, c'est un privilège. Puis je trouve que c'est une formidable opportunité comme communauté qu'on se donne de pouvoir dire, bon, mais c'est quoi qu'on veut comme résultat à court, moyen terme, oui, mais aussi à long terme. Puis ça, bien, c'est encourageant de voir que ça se discute présentement. On parle justement de la compagnie, il y a un comité qui s'est formé. Est-ce que la compagnie écoute ce comité-là ou est-ce qu'il y a eu des discussions? Honnêtement, sincèrement, je trouve qu'ils ont une bonne écoute, une bonne participation. D'abord, à la première rencontre, je les ai sentis transparents, justement, dans l'optique de dire, regarde, voici les décisions qu'on a prises et pourquoi qu'on les a prises. Il y a eu des enjeux sur, justement, qu'est-ce qu'on fait au niveau de l'hivernage. Parce que là, on arrive, on est au mois de novembre, donc il faut être capable, s'il n'y a pas de chauffage qui se fait, bien forcément, les machines qui sont là présentement, bien, ils se mettraient à risque. Donc, il faut quand même chauffer à bâtisse, mais la solution de la relance ne sera pas à court terme. D'ici là, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider les travailleurs, les accompagner, s'assurer qu'ils aient un revenu pour leur famille, mais en même temps, de penser à cet aspect-là de la relance. Est-ce que c'est encore la même formule? Peut-être que la situation de la COVID va faire en sorte que, oups, le papier va revenir rentable et même très rentable parce que d'autres usines vont décider d'avoir fermé. Parce qu'il y a d'autres usines aussi comme celle d'Amos qui existent ailleurs au Québec. Chambord notamment. Mais quand on voit, puis la préoccupation du syndicat, je la comprends tout à fait, de voir les copeaux qui partent du terrain puis qui s'en vont se faire traiter en Outaouais, c'est complètement déchirant. Et comment éviter ça, comment apporter des solutions, mais que ces solutions-là permettent finalement de faire en sorte que ce soit peut-être plus que 156 jobs qu'on va créer, puis que le milieu va être davantage dynamique, puis de voir est-ce qu'on peut travailler sur toute la notion d'économie circulaire. Est-ce qu'un résidu forestier peut servir à l'industrie minière à chauffer justement un four ou autre chose? Est-ce qu'un résidu minier peut servir comme engrais dans l'agriculture? Et ça, de plus en plus, ça se discute, de plus en plus, ça se réfléchit. On a la chance en Abitibi-Témiscamingue d'avoir des universités, des cégeps, le CETRI, donc le transfert de technologie sur les résidus industriels, qui réfléchissent à comment on peut prendre un résidu et en faire une matière première qui va servir à une autre industrie. C'est triplant l'avenir qu'on peut développer. Évidemment, là, ça prend des fonds publics là-dedans pour accompagner ceux qui prennent des risques. Puis j'espère que le gouvernement va répondre présent à cette initiative-là. Ça va créer des jobs de qualité dans la région. M. Lemire, on fait une dernière pause et après, on revient avec les questions du public.
Il y a des entrepreneurs, première question, dans des domaines spécialisés qui sont arrêtés depuis le mois de mars et qui trouvent ça difficile en ce moment. J'ai une question qui nous est parvenue du public, de quelqu'un qui désirait de rester anonyme, qui nous dit ça n'a pas été facile de dealer avec le propriétaire du bâtiment commercial dans lequel l'entreprise est située et on avait voulu faire la demande de remboursement de loyers commerciaux en partie qu'on pouvait obtenir au fédéral. Ça a tellement pris de temps qu'ils n'ont pas pu déposer dans les 3 premiers mois, se sont fait dire ensuite qu'ils ne pouvaient pas déposer dans les 3 mois qui ont suivi. On parle de la phase 1 de ce programme-là. Maintenant qu'on en est rendu là, qu'est-ce qui est possible pour ces gens-là? D'abord, il a raison d'être fâché. C'est un programme qui a été mal construit. Les cracks étaient énormes. Tu crées nécessairement une situation de friction entre des propriétaires d'immeubles et des locataires. Parce que le propriétaire, ce qu'on lui demandait, c'est de dire, bon, mais tu acceptes de perdre 25 % de tes revenus pour l'année à 75 %. C'est un mauvais programme. Il y avait très peu d'aide et même d'écoute de la part d'Ottawa par rapport à l'aide aux frais fixes, aux coûts fixes. La bonne nouvelle là-dedans, la semaine dernière, on a voté un nouveau programme, le nouveau projet de loi, le projet de loi C9, dans lequel cette aide-là, elle est mieux. Et donc, il va pouvoir se qualifier au nouveau programme davantage. La mauvaise nouvelle, c'est que c'est très clair que ce n'est pas rétroactif avant le 27 septembre, mais c'est rétroactif jusqu'au 27 septembre. Donc, la première vague, malheureusement, il n'y aura peut-être pas grand-chose à faire, sinon peut-être à travers le FAR, le Fonds d'aide à la relance des régions, qui fonctionne là, via les SADC. C'est un programme que j'avais revendiqué très fortement auprès de la ministre du Développement économique, Mélanie Joly, parce que pour moi, il y avait beaucoup de cracks pour nos très petites entreprises, les sociétés en non collectif, les entrepreneurs et producteurs agricoles. Et eux qui tombaient dans les cracks, ça prenait quelque chose dans lequel, oui, il y a du conseil, ce que vous donnez les SADC, une capacité de décaisser rapidement, puis aussi des gens qui connaissent leur territoire. Donc, moi, à mon sens, ça m'apparaît être un bon programme qui a bien fonctionné. C'est le principe de le compte d'urgence, donc sur un prêt de 40 000 au prorata, donc tu peux demander un 20 000 mais le 25 %, le dernier 25 % que tu rembourses, si tu le rembourses à temps avant le 31 décembre 2022, bien, tu peux avoir la dernière 25 % en subvention directe. Donc, ce programme-là est relancé. Ça, c'est une bonne nouvelle aussi, peut-être auquel ce commerçant-là pourra avoir accès. Et il est maintenant bonifié jusqu'à 60 000 puis la partie de subvention là, de la fin est maintenant à 20 000 Donc, c'est peut-être un autre programme qui pourra aider. Pour ce qui est de la partie cet été du printemps, malheureusement, la réponse qu'il risque d'avoir du gouvernement va être très sèche, comme on a eu sur certaines questions la semaine dernière de la part de la ministre. Mais au moins, il y a une aide qui est plus réaliste dans le contexte des entrepreneurs. Le gouvernement du Québec aussi encadre mieux, selon moi, là, la notion des frais fixes qui peut aller vers les assurances, vers les frais de télécommunications, les taxes municipales, taxes scolaires et tout ce que ça comporte. Là. Parfait. 3 questions rapides. Ça, c'est les petites questions un peu plus funnées qui nous ont été posées par le public. Caviar ou brocoli? Brocoli, je n'ai jamais goûté du caviar. OK. Mais j'aime bien les légumes verts. Plutôt être capable d'allonger vos ongles ou vos poils à volonté? J'avoue que je suis quelqu'un qui, par période de stress, va se ronger les ongles encore. Si je me fie, là, je sors de chez coiffeur, ça fait 2 jours, fait que j'ai l'air vraiment propre, mais mon look COVID était davantage, probablement plus proche de Chewbacca que d'autres choses. J'exagère un peu, mais fait que j'ai pas plus poil dans le fond. La traditionnelle crémeuse ou le traditionnel? Ah, crémeuse, ça c'est clair. Ah, c'est bon ça. Si vous avez, vous, à la maison, des questions à nous poser, bien, vous pouvez nous les envoyer dans les commentaires si vous êtes sur les réseaux sociaux et écoutez cette émission-là. Si jamais vous êtes à la télé et vous nous écoutez, vous pouvez nous envoyer vos questions aux nouvelles avec un s@mediaté.ca ou encore sur l'application mobile Médiaté Plus. Vous pouvez aller au mediaté.app pour la télécharger. Monsieur Lemire, on aura la chance de se reparler le mois prochain, au mois de décembre. On va peut-être jaser de Noël un peu. Et on aura la chance de prendre une fois de plus un café pour cette prochaine rencontre d'un café avec votre député. Pas de chaîne, mais merci pour l'invitation. À bientôt. Merci.